Ok, bienvenue à tous pour la capsule 311. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore fait de capsule 301 pour faire une espèce d'introduction à cette section 3. Mais bon, on va y arriver tranquillement. Si j'ai le temps de la faire, je la ferai. Donc là, je parle juste de corrélation. J'ai juste mis deux slides juste pour vous mettre les définitions. La corrélation en tant que telle, je suis pas- il y aurait beaucoup de choses à dire. En même temps, je pense que le plus intéressant arrivera quand on fera de la régression. Donc, je vais être assez rapide sur la mesure de corrélation en tant que telle. Voilà. Hop, c'est parti. Donc, transparent 311. Donc, la corrélation, elle est née essentiellement des travaux de Pearson et de Galton, donc très liée à la notion de régression. Ok, donc c'est pour ça que je vais être assez rapide sur la corrélation parce que elle nous aide pas beaucoup. Mais donc l'histoire de la régression. Donc, je redéfinirai peut-être plus tard la notion de régression, mais là, le terme régression vient de Galton, hein, donc 1886. Donc j'ai déjà parlé. Galton, c'est toute l'histoire sur l'eugénisme. Euh, essayer de voir qu'il y a des héréditaires dans pas mal de traits. Donc, beaucoup de choses sur l'intelligence, mais aussi sur la taille. Donc, par exemple, ici, on a la taille des parents et la taille des enfants. Okay, une fois atteint l'âge adulte. Et ce qu'il observait, c'était qu'on avait plutôt des données qui étaient concentrées par ici. Okay. Donc, on a plutôt ce que nous, on appellera une corrélation positive. Okay. Parce que, en termes de régression, ce que ça veut dire, c'est que quand vous avez des parents qui sont petits, dans ces cas-là, il y a plutôt des chances que vous soyez par là, c'est-à-dire que vous soyez aussi petit. Okay. Euh, donc ça, c'est la notion de corrélation positive. Ce que dit Galton, c'est qu'on a une régression vers la médiocrité. Okay, c'était le titre de son graphique, puisque ce qu'il observe, c'est que, on le verra plus en termes de régression, mais la corrélation, elle n'est pas parfaite. Elle est relativement faible. C'est qu'il y a des chances pour que vous soyez petit, mais moins petit que vos parents. Okay. Donc vous allez vous rapprocher de la norme. Euh, Pareil pour les enfants qui sont grands. Les parents qui sont grands ont des enfants qui seront grands, mais moins grands que leurs parents en moyenne. Okay. Donc cette régression vers la médiocrité fait qu'on a un rapprochement vers la valeur moyenne en fait. Donc moi que j'interprétais plutôt comme un problème de série temporelle, c'est de dire de génération en génération, en fait les traits se diluent. Okay. Euh, et c'est ça finalement qu'on va observer. Donc ce graphique est quand même tiré du graphique de Galton. Il y a plein de choses qu'on voit dedans. J'aime vraiment beaucoup ce dessin parce qu'il préfigure en fait quasiment tout le cours qu'on a pu discuter. Il vous parle aussi d'axes principaux, okay, le major axe, le minor axe. Donc on voit apparaître quelque chose qui pourrait s'apparenter à l'analyse en composantes principales, okay, dont on a déjà parlé. Donc de dire que si jamais je voulais projeter, je projetterais plutôt suivant cette direction-là que vers celle-là. Donc il y a un axe mineur et un axe majeur. Alors en fait, c'est très lié à ce que je raconte dans les sections de maths sur les formes quadratiques. Donc si jamais vous avez quelque chose, en particulier quelque chose de gaussien, on a vu que ces courbes de niveau étaient gaussiennes. Donc un vecteur gaussien bivarié, ces courbes de niveau sont des ellipses. Et les ellipses, elles ont des axes majeurs et mineurs. Okay. Et en fait, ça correspond aux directions principales, aux composantes principales, si on faisait une analyse en composantes principales. Donc il y a plein de choses qu'on apparaît. On voit apparaître aussi l'ellipse gaussienne. Okay. Donc voilà, tout se cache là-dedans, et à partir de là, on a une grandeur un peu particulière qui va arriver, qui est cette mesure de corrélation. Donc je vous remets juste la définition. Donc la corrélation, donc telle que l'avait définie Pearson, euh, c'est la covariance entre deux variables x et y, c'est-à-dire donc je vous rappelle que la variance de x, c'est l'espérance de la variable à la 2, okay, centrée. D'accord. Donc l'idée de la covariance, ça va être très lié à des notions de produits scalaires. Okay. C'est que ça, on va voir ça comme étant une distance euclidienne. Okay. Donc une distance, quand je prends x a moins xb à la 2, je mesure la distance entre a et b si je m'intéresse à une seule dimension. Okay. Donc là, je peux définir un produit scalaire en disant, je vais définir le produit scalaire associé en disant, donc la norme, je vous rappelle que la norme d'un vecteur u, si jamais je suis en dimension 1, ça serait u à la 2. Okay. Mais je peux définir un produit scalaire entre u et v en disant que je vais faire le produit u fois v. D'accord. Donc c'est un petit peu ce qui se cache ici en disant je vais faire l'espérance non pas d'un carré, mais de la première fois la seconde composante. Okay. Donc c'est très lié à des notions de produits scalaires. Donc c'est pour ça qu'on parlera de variables orthogonales quand leur corrélation vaut 0. Okay. Donc, derrière se cachent des notions géométriques de produits scalaires. Donc la covariance, si jamais j'avais des variables centrées,
La covariance, c'est jamais que l'espérance entre x et y. Ok. Donc, ça, c'est intéressant. La seule chose, c'est que c'est pas normé. Ok. C'est que si jamais j'ai des variables avec des grandes variances, bah, cette covariance, ça va être élevée. Donc, on va diviser par le produit des écarts-types. Voilà. Donc, ça, c'est la définition de ma covariance. Et c'est ça qu'on va utiliser. Ok. Alors, je vous montrerai juste après des formules pour simplifier un tout petit peu. C'est qu'en fait, de la même manière qu'on avait que la variance de x, c'était l'espérance de x à la 2 moins l'espérance de x au carré, on a le même genre de propriété sur la covariance. La covariance, je peux vous montrer que c'est l'espérance du carré moins le carré le produit des espérances. Donc la covariance, on peut aussi l'interpréter comme ça. Donc voilà, donc c'est la formule qui se trouve ici. Okay. Donc j'ai plein de méthodes pour calculer euh, cette quantité. Et le gros avantage, c'est qu'elle est normée. Donc c'est une grandeur qui est comprise entre moins 1 et 1. Okay. Donc la corrélation, ce sera une grandeur assez classique pour décrire la dépendance qui sera entre deux variables. Encore une fois, quand je vous montrerai la régression, on verra que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Okay. Le fait qu'on ait une corrélation nulle ne vous dit pas qu'on soit indépendant. Si vous êtes indépendant, vous avez une corrélation nulle, mais la réciproque est fausse. Okay. C'est quelque chose que je peux estimer facilement. Donc il suffit de remplacer les espérances par des moyennes. Et donc on arrive à ce genre de formule. Donc la formule ici va me donner cette version empirique qui se trouve là. D'accord. Donc voilà, on peut l'estimer. Enfin, je ne vais pas passer des heures là-dessus parce que je pense que vous connaissez tous la corrélation. Okay. Propriété importante, quand la corrélation vaut 1, c'est que vous avez une relation linéaire entre les deux. Okay. Donc c'est quelque chose de très très fort, une corrélation qui vaut 1. Et une corrélation, j'ai pas encore une fois, je pas passé, je trouve que j'ai déjà beaucoup de temps passé sur plein de sujets, donc je ne vais pas passer trop de temps sur la corrélation, mais sachez qu'il y a beaucoup de propriétés un peu bizarres. Donc par exemple, vous pouvez avoir une corrélation de 0,2 et que ce soit la corrélation maximale que vous puissiez avoir entre vos deux variables. Donc la corrélation en tant que telle, les bornes, elles sont un petit peu bizarres parce qu'en fait, elles dépendent fortement, malgré tout, de la distribution de x et de y. Okay. Donc avoir une corrélation de 1, c'est quelque chose de très grand. Il ne faut pas que ce soit un objectif en soi. Avoir une corrélation importante, c'est assez intéressant, mais le important, il est dur à quantifier. Okay. Donc, je vous rappelle juste comment on peut le calculer. Donc, on a cette fonction de Pearson. Donc, encore une fois, je ne l'ai pas dit, mais cette corrélation, c'est celle qui a été introduite par Pearson. On insiste parce qu'en fait, il y en a une autre qui est la corrélation de Spearman. Ce qu'avait proposé Spearman, c'était de travailler sur la corrélation entre les rangs. Donc, quand vous avez une observation XI, vous pouvez travailler sur son rang. Okay. Le rang, c'est où est-ce que vous vous placez dans votre distribution. Est-ce que vous êtes plutôt sur les petites valeurs, sur les grandes valeurs? Est-ce que vous êtes au milieu? Okay. Donc, en fait, quand vous travaillez sur le rang de la corrélation entre les rangs, on a une grandeur qui a plus d'intérêt parce qu'en fait, ce qu'on peut montrer, c'est qu'elle devient insensible à des changements d'échelle. Donc, par exemple, ici, vous avez quelque chose d'un peu particulier et je m'arrêterai là-dessus. C'est que la corrélation entre x et y, ce n'est pas égal à la corrélation entre le log de x et le log de y. D'accord. Donc, si jamais vous transformez vos variables de manière non linéaire, en fait, vous changez votre corrélation. Et ça, c'est un petit peu délicat pour les interprétations. OK. Donc, je vais m'arrêter là pour cette petite capsule sur la corrélation, mais ça va être un outil essentiel en fait quand on travaillera sur des modèles prédictifs, quand on fera des régressions, parce qu'en fait, ce qu'on va montrer, c'est que la droite de régression, elle est très, très liée à cette valeur de corrélation. Voilà, à très bientôt.